Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, les bars, cafés et restaurants accueillent de nouveau des clients en terrasse depuis hier, une reprise progressive avec un protocole sanitaire strict et une jauge à respecter. Certains gérants ont ainsi décidé de ne pas rouvrir, jugeant cette réouverture non rentable. Mais pour les établissements qui ont repris, la question se pose également. Écoutez ces quelques restaurateurs basés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À voir si à la fin du mois, on va être en solde, au déficit ou en bénéfice. C'est impossible de dire pour l'instant. On a quand même 9 salariés. Aujourd'hui, il nous manque un pour assurer plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est sûr que c'est pas un vrai mois de mai, un vrai mois de juin, voilà, tel qu'on les connaît auparavant. Par contre, oui, on avait quand même malgré tout, on ne s'est pas vraiment posé cette question-là parce qu'on avait tous la volonté après 7 mois quand même de reprendre à travailler. Et on se dit que, allez, si on regarde le côté positif des choses, on reprend avec des services à 30, 40 couverts. Ça nous permet de tous nous remettre en route correctement, de peaufiner les petits réglages. Et puisque nous sommes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, direction le casino de la ville, comme l'ensemble des casinos français, il a pu retrouver ses clients à l'ouverture hier matin, 7 mois après sa fermeture en novembre 2020. À l'intérieur, une jauge de 35% est en vigueur, les machines à sous et les jeux électroniques peuvent être utilisés. Et pour les tables de jeu, il faudra attendre le 9 juin. Mais malgré ces contraintes, les clients et les salariés semblaient ravis de reprendre leurs habitudes. Reportage Marie-Aimée Copleutre. Un parking plein, une file d'attente. Devant le casino Royal Concorde, les clients sont de retour. Après 7 mois de fermeture, la reprise est un soulagement pour le directeur et pour les 63 salariés. On a beaucoup d'appels depuis déjà un certain moment. Les clients étaient tout comme nous, on était pressés de les revoir. Et les clients étaient pressés de revenir. On est très contents, nous, de revoir nos clients. Bon, ils nous le disent, eux aussi, ils sont très contents de nous revoir. À l'intérieur du casino, tout reprend vie. Les lumières des machines à sous, le bruit des paroles échangées et l'odeur du café. En temps normal, le casino peut accueillir jusqu'à 1000 personnes par jour. Mais à l'heure actuelle, la jauge est limitée à 100 personnes. Les gestes barrières sont aussi en vigueur. Consommation des boissons en terrasse, masque obligatoire et désinfection des machines. Malgré tout, les clients et les employés sont satisfaits. Ça fait du bien et je pense que tout le monde au casino est ravi de reprendre. Parce que passer 6 mois et demi, voire 7 mois à rester chez soi, c'est pas plaisant. Et le plaisir et le bonheur de retrouver ses collègues et les clients. J'ai amené mes copines qui sont en maison de retraite. Ils ont été enfermés pendant 6 mois et ils avaient besoin de décompresser un petit peu. Et quand on a su que c'était ouvert, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Est-ce que tu peux nous emmener au casino ?» J'ai dit oui et voilà, je me retrouve ici au casino. Et puis ça fait du bien un petit peu à tout le monde de revoir un petit peu le casino, ses amis. On a un mobil-home en Vendée, donc voilà pourquoi on est là. Et ma femme apprécie beaucoup le casino, moi un petit peu moins parce que je ne suis pas toujours gagnant. Donc, mais je l'accompagne évidemment. Progressivement, la jauge de 100 personnes augmentera au fil des semaines. Quant au restaurant du casino, il ouvrira le 9 juin. La fin du couvre-feu est aussi très attendue pour cet établissement qui tire une grande partie de son chiffre d'affaires en soirée. Au chapitre politique, un mot des élections régionales. Tout d'abord, Christelle Morancé, présidente sortante et candidate à sa réélection, a récemment présenté sa liste en Vendée. Elle sera conduite par Antoine Chiraud et Lydie Bernard, tous les deux vice-présidents sortants. Également dans cette liste, Bruno Retailleau, sénateur LR de Vendée, Ludovic Ogbon, maire de Fontenay-le-Comte, François Blanchet, maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore Laurent Huget, maire de La Faute-sur-Mer. Les autres candidats à la présidence de la région sont Mathieu Orphelin avec une liste composée de formations écologiques et la France Insoumise, Éddy Lebelair pour Lutte ouvrière, Linda Rigaudot avec une liste intitulée Un autre monde, Pays de la Loire, François de Rugy pour la majorité présidentielle, Cécile Bell de GC pour Debout la France, Guillaume Garot soutenu par le Parti socialiste et le Parti communiste français, et enfin Hervé Juvin pour le Rassemblement national. Concernant les élections départementales, désormais sur le canton de Talmont-Saint-Hilaire, Maxence de Rugy, maire de la ville et président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral, se présente aux côtés de Céline Peigné, gérante de plusieurs salons de coiffure en Vendée. Ils sont soutenus par la majorité sortante. Écoutez.
Ce que nous souhaitons, c'est accompagner les Vendéens, les plus petits des Vendéens jusqu'aux plus âgés. À chaque étape de la vie, on trouve le conseil départemental. Que ce soit au service de la PMI, que ce soit dans les collèges, dans les infrastructures, dans la fibre. Et puis pour nos personnes âgées, pour nos personnes les plus fragiles, les personnes handicapées, le département est présent. Et on souhaite être davantage présent pour que les Vendéens se retrouvent, soient heureux d'habiter en Vendée et de vivre en Vendée. Et sur ce même canton de Talmont-Saint-Hilaire, le Rassemblement national présente également un binôme. Il s'agit de Brigitte Neveu, candidate pour la deuxième fois pour ce scrutin et également conseillère régionale. Elle se présente aux côtés de Patrick Teinturier. Écoutez. Étant conseillère régionale, je siège dans une commission qui se préoccupe justement de la jeunesse, des familles, de la solidarité, de la culture, enfin beaucoup de choses. Et je pense qu'on déplore actuellement, c'est un peu partout d'ailleurs, le manque de moyens humains dans les EHPAD. Je pense qu'on peut y remédier. Et puis aussi l'insécurité, moi, dans les collèges. Parce que les collégiens sont de jeunes enfants et ils sont souvent victimes de trafic de drogue, de rackets, et ça c'est très important. Et puis à noter qu'un dernier binôme est en lice sur ce canton. Il est composé de Mehdi Sedouki et d'Isabelle Rondeau, tous deux issus du Parti communiste français. En bref, dans le reste de l'actualité, il ne vous reste plus que quelques heures pour déclarer vos revenus si vous utilisez la version papier. Vous devez envoyer votre déclaration d'ici 23h59 ce soir, sous peine de recevoir une amende des services des finances publiques. Pour ceux qui utilisent la télédéclaration sur Internet, il vous reste quelques semaines. La date limite a été fixée au 8 juin à 23h59. Un mot de tourisme avec le palmarès 2021 du label Pavillon Bleu. Il récompense depuis 36 ans les plages et les ports de plaisance qui respectent le plus l'environnement. 525 sites ont été labellisés en France, dont 15 en Vendée, 13 plages et 2 ports de plaisance. Pour les plages, 4 sites ont perdu leur distinction par rapport à l'année dernière. Il s'agit de plages à Saint-Jean-de-Mont, La Barre-de-Mont et Notre-Dame-de-Mont. La liste complète des lauréats est à retrouver sur notre site internet dans la rubrique complément d'infos. Intéressons-nous à présent au métier de cordonnier. Ce dernier a dû évoluer au cours des dernières décennies. Les professionnels du secteur sont aujourd'hui multiservices pour pouvoir survivre financièrement. Alors, pour mettre en lumière leurs nouvelles compétences, 3 cordonniers vendéens ont collaboré avec l'entreprise Écolancre pour réaliser une tour Eiffel de plus de 2 mètres de hauteur. Elle a été entièrement conçue grâce à l'impression 3D. Reportage signé Cyril Guillet. Bougez plus, souriez. Avec ses 2,33 m de hauteur et plus d'une quarantaine de kilos, cette tour Eiffel en impose. Exposée à Parthenay depuis le mois de mars, elle prend aujourd'hui ses quartiers dans la vitrine du petit cordonnier de Talmont-Saint-Hilaire. La particularité de cette reproduction, c'est qu'elle a été réalisée entièrement avec une imprimante 3D. 4 cordonniers ont accepté de me suivre dans cette aventure. Dans chaque cordonnerie, les imprimantes tournaient pour pouvoir faire des pièces. 96 au total qui ont nécessité 2211 heures d'impression et 11 km de filaments. L'impression 3D s'est invitée chez ces cordonniers comme la fabrication de clés, la gravure ou bien encore le remplissage de cartouches d'encre. Dans les années 80, en fait, on était porté sur la chaussure à réparer, beaucoup de grossemelage. Et puis la chaussure sportswear ou la chaussure sneaker, c'est arrivé. Et effectivement, les chaussures sont un peu moins mises en évidence en fait. Ils amènent plus pour les faire réparer, mais notre diversité d'activités en fait les amène à venir chez nous. Car aujourd'hui, pour pouvoir vivre correctement, les cordonniers sont devenus multiservices. Et l'impression 3D ouvre de nouveaux marchés comme celui de la réparation d'objets. Alors là, il y a un monsieur qui est venu avec un serre-joint où il avait cassé sa petite patte pour pouvoir le clipser. Alors nous, on l'a fait en plein, parce que souvent ils sont très creux. On jette plus et on peut réparer. Et en plus, le fil, c'est à base de maïs. C'est du PLA. Les possibilités sont infinies. Et dans ce contexte de pandémie, cette technique d'impression a tout de suite trouvé son utilité. Et ce qu'on a fait, c'est nos petites visières qu'on avait. Il manque plus que le petit transparent. Et c'est ce qu'on a fait l'an dernier pour les EHPAD, pour un peu tout le monde en fait. Pièces mécaniques, objets déco ou personnalisés, les possibilités sont infinies, à l'image de cette tour Eiffel. Cette dernière sera visible ici jusqu'à la fin du mois de mai, puis elle reprendra la route à destination des Herbiers, puis de Fontenay-le-Comte.
Avant de refermer ce journal, partons à la rencontre de Pauline Dominici. Elle est tomatophile ou tout simplement passionnée par les tomates. À Coex, dans son jardin de Pauline, elle cultive plus d'une centaine de variétés différentes ainsi que des fines herbes ou des fleurs comestibles. Grégoire de Châtillon est allé à sa rencontre. La tomate, c'est une passion pour Pauline. Elle en collectionne 150 variétés de toutes les formes et de toutes les couleurs, avec des saveurs bien différentes, comme par exemple la tomate champagne qui éclate en bouche, ou bien la tomate noire de Léon. La noire de Léon est très intéressante, ça fait une petite tomate comme ça qui est noire et qui a un goût du Léon comme le vin en fait, très sucré et très productive. Pas de précipitation si vous n'avez pas planté vos tomates. Pour la tomatophile, c'est bon, vous avez encore du temps. Je trouve que les gens plantent trop tôt les tomates, le sol n'est pas chaud. Moi je connais un papy qui... tous les ans, ils plantent autour du 1er juin, en fait, pas forcément avant ou après le 1er juin, en fait, et ils rattrapent tout le monde. Le sol est chaud, les tomates, en fait, c'est une plante qui vient de Bolivie et qui a besoin, en fait, de cette chaleur. Afin de mettre toutes les chances de votre côté pour avoir une belle production de fruits, il est important déjà de bien les planter. On va enlever, en fait, toutes les branchages, les petites, voilà, pour éviter tout ce qui est pourriture. Et moi, ce que je conseille, c'est de mettre dans la terre le plus profondément possible et relever la plante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire ça, c'est essentiel. Et vous avez l'enracinement de la tomate. Plus la tomate a de racines, plus elle va fructifier. La recommandation de Pauline est ensuite de ne pas tailler les gourmands, surtout pour les tomates cerises. Le risque, c'est l'arrivée de la maladie. Plus largement, la collectionneuse de tomates conseille de jouer avec les variétés. Oui, en fait, les gens s'habituent trop aux tomates rouges déjà. Il faut prendre de la couleur. La verte, il faut absolument la goûter. La verte, c'est la meilleure. Il faut la toucher pour savoir si elle est mûre. La verte, c'est la plus sucrée des tomates. C'est très intéressant d'aller un peu voir les producteurs, leur faire confiance et leur dire pourquoi pas, je vais prendre, au lieu d'une noire de Crimée, je vais prendre une Black Zebra qui est encore meilleure et plus délicieuse au niveau du goût, quoi. Envie de commencer une collection de tomates? Il n'est pas trop tard. Pauline, la tomatophile, vous recevra sur rendez-vous dans son jardin situé à Coex. Vous avez toutes les tomates en fait. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.